Olivier Berruyer, directeur de l'Observatoire de la déontologie et du pluralisme de l'information et animateur du site internet lescrises.fr. Bonsoir Olivier Berruyer, merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation sur Arte France. Vous avez donc décortiqué l'étude de l'ONG EU des Infolab, cette ONG elle-même également que vous avez décortiquée. Pourquoi avoir fait ce travail ? Disons parce qu'on a vu que l'utilisation qui a été faite par les médias de quelques bribes d'informations dans un premier temps, puisque en fait cette officine a sorti quelques chiffres mais n'a pas sorti l'étude la semaine dernière, et quelques médias, en particulier l'AFP, se sont jetés dessus pour tirer des conclusions qui n'étaient pas très claires. Justement, on a les chiffres, on peut les voir, ces chiffres publiés notamment par des Infolab, 4,5 millions de tweets en français échangés par plus de 247 701 auteurs différents selon l'étude menée du 19 juillet au 3 août dernier. Donc ce sont des chiffres que vous confirmez ou que vous infirmez ? A priori, personne ne peut confirmer parce qu'on ne peut pas contrôler ce qu'ils font. C'est d'ailleurs très intéressant de voir, mais on en parlera un peu plus tard, le fait que des chercheurs puissent avoir connaissance d'autant d'informations sur les citoyens. Si on est sur l'étude, l'étude a un certain nombre de problèmes méthodologiques qui rendent sa crédibilité plus que douteuse. En particulier, ils ont compté les retweets comme des tweets, sans le dire dans un premier temps, donc les gens n'ont pas compris ce que ça signifiait. Après, ils se sont intéressés aux personnes qui ont le plus été actives sur Twitter, mais ils ont enlevé les médias. Ils ont dit on ne prend pas en compte les médias, on ne sait pas pourquoi. Pour analyser la diffusion d'une telle information, évidemment qu'il fallait regarder l'influence du Monde, de Libération, de LCP, de TF1. Non, ça ils n'ont pas fait, ils se sont intéressés juste à des personnes. Et surtout, ils n'ont mené aucune étude statistique sérieuse, parce qu'il faut bien voir. Je comprends pas aussi pourquoi tout le monde les appelle ONG. En tout cas, ils se présentent comme ça. C'est quand même une petite structure de 4 ou 5 personnes qui a été créée l'année dernière, qui est partenaire de l'Atlantic Council, qui est quand même le plus grand think tank d'influence américain sur la planète, en tout cas un des plus grands. N'ont pas de personnel a priori compétent en termes statistiques, simplement des gens qui font de la communication. On est vraiment en plein délire sur voir comment des gens sortent une étude en Belgique et tout d'un coup ça fait la une de nos médias. Évidemment, il y avait le mot magique dedans, les Russes. Alors là, ils n'ont pas dit russe, ils ont dit russophile. Ils n'ont jamais parlé d'influence russe. Mais ils ont fait quelque chose de très particulier en statistique. C'est-à-dire, au lieu de mener une étude statistique et de dire éventuellement il y a une sous-catégorie de personnes qui ont plus ou moins influencé, ils ont fait le contraire. Ils sont partis de la conclusion, c'est-à-dire qu'ils ont dit tiens, quels sont les russophiles. Vous parlez justement de russophiles et de méthodologie. Guillaume Ascari, l'un de nos journalistes, a interviewé il y a quelques minutes le directeur exécutif de EU des Infolab, Alexandre Alaphilippe, qui parle justement de méthodologie. Je vous propose d'écouter donc du coup la réaction d'Alexandre Alaphilippe. Nous n'avons pas analysé de tweets russophiles. La méthodologie que nous menons, c'est une méthodologie qui permet de comparer des intérêts, des interactions avec des sensibilités. Donc, si vous avez partagé du contenu de Russia Today, par exemple, de Sputnik, ça montre que vous êtes intéressé par ce contenu. Donc, ça montre quelque part que vous appréciez la vision que Russia Today et que Sputnik peut produire. Ça veut peut-être dire aussi que vous partagez d'autres choses. C'est pas le but global de l'étude, mais on a voulu comprendre cette chose-là et de comprendre s'il y avait un intérêt particulier des personnes qui suivent l'affaire Benalla et qui avaient aussi un intérêt et une sensibilité aux narratifs qui sont publiés par Russia Today et Sputnik. Donc du coup, dans les propos d'Alexandre Alaphilippe, les Infolab n'a pas pointé les russophiles. Écoutez, moi je recommande à chacun de vos spectateurs d'aller faire un tour sur mon site lescrises.fr. Je viens de sortir aujourd'hui l'étude détaillée. Vous voyez très bien que c'est pratiquement la seule chose qui pointe sur ce point-là. D'ailleurs, on est passé de narratifs jusqu'à présent qui étaient c'est les Russes. Maintenant, on s'intéresse aux russophiles. Vous avez remarqué, c'est plus des Russes, c'est des Français maintenant. Et ils se sont intéressés à ces personnes-là simplement en regardant les gens qui, en 2017, ont partagé du contenu de Russia Today et de Sputnik. Donc les gens qui nous écoutent et ils sont considérés comme russophiles. Peut-être que les gens ont simplement partagé des informations tout à fait générales, pas forcément en phase d'ailleurs avec une vision spécialement russe. Et ça suffit à catégoriser une sous-catégorie, soi-disant de russophiles. Mais ils ne se sont pas du tout intéressés aux américanophiles. Il y en a 2-3 en France. Ils ne se sont pas intéressés du tout au réseau pro-européen. Ils se sont intéressés en revanche aux pro-Mélenchon et aux pro-Rassemblement national également. C'est autre chose. Après, ils se sont intéressés à la couleur politique. Et
c'est d'ailleurs notre problème. Mais juste pour finir sur la Russie, parce que je pense que ça intéressera les spectateurs, ils font ça systématiquement. Vous prenez l'étude, ils ont été payés 25 000 € par la Fondation Open Society pour s'occuper cette année des élections italiennes. Vous regardez, ils s'occupent de la Russie encore. C'est systématique dans leur vision, c'est y a-t-il une influence russe et c'est jamais y a-t-il d'autres influences. Pourquoi? Ça, vous leur demanderez. Justement, donc du coup, je voulais revenir également sur cette étude, un autre son de Éric Coquerel que nous avons eu également hier par téléphone, puisque cette étude a pointé également, vous avez dit, les couleurs politiques, des tweets pro Rassemblement National et pro la France Insoumise. Je vous propose d'écouter la réaction de Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Que des comptes Twitter proches de France Insoumise le fassent, c'est normal. Je veux dire, nous sommes dans l'opposition. Je trouve que c'est un peu inverser le problème que de laisser penser qu'il y aurait une piste russophile ou je ne sais quoi. Enfin, très franchement, je tombe des nues en écoutant ça. Une réaction par rapport à ce qu'a dit Éric Coquerel hier sur de toute façon, c'est un problématique de corrélation. Il s'amuse à montrer qu'il y a une petite corrélation à la rigueur de 27% entre des gens russophiles et des gens très actifs sur l'affaire Benalla, sans qu'on sache si c'est important ou pas important, sans regarder d'autres couleurs, je dirais d'autres centres d'intérêt. Mais de toute façon, vous avez sans doute aussi une corrélation tout simplement entre peut-être les gens qui nous regardent et une certaine coloration politique. Si ça se trouve, vous faites l'étude, vous allez vous apercevoir que les gens qui aiment bien Michel Sardou sont peut-être beaucoup plus actifs sur Benalla. Il suffit d'être corrélé avec de la droite. En l'espèce, la droite a été plus active. C'est simplement ça qui se passe. Mais par contre, là où on atteint le cœur du problème, c'est que le chercheur de cette ONG a diffusé ce week-end les fichiers complet d'études et de fichiers, en particulier un fichier de 55 000 comptes Twitter dont beaucoup ne sont pas anonymes avec les informations publiques mais dont certaines sont des informations qui contiennent tout à fait des données personnelles et des données politiques. Et surtout, ils ont diffusé le fichier des 3500 plus actifs où dans ce cas-là, c'est eux-mêmes qui ont attribué une couleur politique à chaque compte, ce qui pose un énorme problème et donc de très nombreuses personnes concernées ont saisi la CNIL qui d'ailleurs va instruire une plainte pour évidemment en violation des données personnelles. Le tweet de la CNIL. On peut d'ailleurs regarder ce tweet. La CNIL a bien été saisie de plaintes concernant l'étude menée par Disinfo EU pour une gestion optimale de l'instruction du dossier. Il n'est donc plus nécessaire de saisir individuellement la CNIL à ce sujet. Merci de votre compréhension. Oui, mais par contre, il faut saisir le procureur de la République, puisqu'évidemment, on est ici sur des problèmes qui sont quand même probablement pénaux. En tout cas, il faut vraiment que des analyses soient faites. Bon, évidemment, c'est une erreur assez dramatique de cette officine. Vous dites officine et vous ne dites pas ONG Je dirais ONG en fait. Elle est présentée comme ça. Appelez-moi ONG, je ne suis pas une organisation gouvernementale non plus, vous voyez. Donc il faut quand même être sérieux. C'est une petite association de 5 personnes, qui d'ailleurs est liée avec une agence de com, qui mélange tout à fait les rôles entre activités commerciales et pas commerciales. Bon, ils ont été dépassés en l'espèce, évidemment, par l'affaire, qui est allée sans doute beaucoup trop loin. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus grave, il faut s'intéresser à ce que vous avez dit. Tout d'un coup, on se rend compte que cette organisation travaille sur 4 millions de tweets. C'est-à-dire qu'à récupérer les tweets, à récupérer les informations qui, certes, dans un premier temps, sont publiques des gens, mais quand vous êtes en train de ficher 250 000 personnes, regardez ce qui a été dit, qui suit quoi, qui serait russophile, qui n'est pas russophile, et vous vous rendez compte que vous pouvez faire n'importe quoi. On voit très bien qu'il y a un très gros problème qui n'est pas tant lié à cette organisation. En fait, elle utilise un logiciel qui s'appelle VisiBrain et qui permet d'accéder en fait à l'historique de Twitter. Vous pouvez avoir accès à tout Twitter, à des centaines de millions de tweets. Donc évidemment, c'est ce qu'ils ont utilisé, mais ce ne sont pas les seuls à faire ça. Là, je viens de sortir aussi tout à l'heure une information qui montre qu'un labo du CNRS fait pareil, a récupéré 126 millions de tweets politiques de 7 millions de personnes et s'amuse à essayer de mettre une couleur politique à plus de 200 000 comptes. Alors, certes, ils font ça pour de la recherche, mais est-ce qu'on est d'accord pour que ce genre de fichiers existe, même s'ils ne sont pas diffusés? Évidemment, c'est dramatique de le diffuser, mais ne serait-ce qu'il existe. Moi, j'ai pas envie d'avoir des fichiers qui contiennent, soi-disant, primo, une couleur politique, et puis qui va prendre pour tous les gens qui me suivent ou qui me retweetent pour essayer de voir s'il n'y a pas eux-mêmes des couleurs politiques. Et ça, le cœur du problème, c'est Twitter. Et Twitter permet de donner toutes ces informations. Twitter dit simplement, mais là, quand vous venez sur Twitter, vous avez signé les conditions générales, vous êtes d'accord pour qu'on vende ces données-là sur vous. C'est des données publiques dont on peut très facilement tirer des informations tout à fait personnelles par le big data, par toute la science statistique. C'est très facile de finalement prendre en compte de donner une couleur politique avec 95% de chances de ne pas vous tromper. Et donc la vraie question, c'est aujourd'hui, c'est déjà très flou si la loi
rend ces choses-là légales ou pas légales. Mais on voit très bien avec ce genre de cas, quand tout d'un coup on a des milliers de personnes, je rappelle, qui ont fuité ce week-end avec leur identité, avec leur couleur politique. Est-ce que vous êtes de droite, vous êtes d'extrême droite, est-ce que vous êtes France Insoumise? Est-ce qu'il ne faut pas modifier d'urgence la loi CNIL de façon à ce qu'on limite les capacités pour ces organismes type Twitter de vendre autant de données? Ce n'est pas des données sur telle ou telle personne, c'est je donne 4 millions de tweets à cette organisation qui sort du néant. Sans problème. Vous parlez de couleur politique. Justement, la récupération politique a été faite avec une citation de Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, qui a dit se réjouir que toute la transparence soit faite sur la diffusion de ce type de message. Quelle est votre analyse par rapport à cette déclaration ? C'est une petite récupération politique. Les pauvres, ils étaient tellement désespérés et prostrés pendant plusieurs jours face à tout ce qu'on apprenait que, évidemment, ils essayent de dire est-ce qu'il n'y a pas un complot? D'ailleurs, on ne comprend même pas. C'est quelque chose qui sort du monde et qui est repris dans tous les grands médias et qui, évidemment, quand tout d'un coup vous apercevez qu'il y a un type de 26 ans qui s'occupe de la sécurité pour la République, qui va peut-être tout refaire, qui a des accès à l'Assemblée nationale, qui a des gyrophares, qui a un passeport diplomatique, peut-être même... Évidemment, ça intéresse tout le monde. Évidemment, ça buzz. Et puis Twitter n'est qu'un épiphénomène qui intéresse quelques journalistes. Justement, pas la population. C'est pas ça qui a informé la population. C'est pas Twitter. Avec ce terme de buzz que vous venez de citer, on sait qu'en ce moment c'est la trêve politique. Ça va reprendre prochainement à la rentrée. Avec tout ce qui se passe avec cette polémique des Infolab, est-ce que le phénomène peut-il s'essouffler ou est-ce que justement avec Twitter il va y avoir des choses qui vont se passer prochainement? Ça après je dirais que comme on a été abreuvé tous les 3 jours d'informations les plus incroyables les unes que les autres, effectivement, qui sait ce qui va sortir dans les jours qui viennent. Alors après, il va peut-être être temps de passer à autre chose. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y aura guère eu de sanctions et, comme l'a d'ailleurs indiqué le Canard enchaîné, c'était quand la semaine dernière, qu'a priori les seules personnes qui risquent d'être sanctionnées, ce sont les pauvres fonctionnaires de police ou de la préfecture de police, où le président apprécie pas du tout qu'ils aient dit la vérité à l'Assemblée et au Sénat. Donc on espère d'ailleurs qu'on sera vigilant sur ces personnes-là pour qu'elles ne soient pas sanctionnées par un pouvoir qui n'est pas capable de sanctionner lui-même les personnes qui sont les plus fautives et qui auraient d'ailleurs éteint l'affaire très rapidement. Concernant cette étude des Infolab, certains ont dit qu'elle a été modifiée suite à ce qui avait été paru initialement, pointant donc du coup la sphère. Non, c'est les journalistes qui ont fait un très mauvais travail. Ça, c'est bien. Ceux qui n'avaient même pas l'étude au début. Il n'y avait pas d'étude. L'AFP a sorti une dépêche sur ça. Il n'y avait même pas l'étude publiée. Et c'est juste, oui, l'ONG a dit que... quand même, l'AFP, il faut quand même contrôler un minimum ce qu'on sort. Justement, Guillaume Ascari a posé également cette question à Alexandre Alaphilippe, le directeur exécutif des Infolab, concernant la modification potentielle de cette étude ou pas. Reprise média qu'il y a eu. Il y a eu beaucoup de reprises médias qui disaient qu'on s'intéressait et qu'on avait dit qu'il y avait une ingérence russe de l'État russe dans l'affaire Benalla qui avait été créée par l'État russe. On n'a jamais dit ça. Le fait que ça a été récupéré politiquement immédiatement par des députés ou par le porte-parole du gouvernement, ça a tout de suite créé une espèce d'emballement qui n'était absolument pas le sujet de notre étude. Et donc du coup, les gens ont l'impression qu'on change de conclusion de l'étude alors qu'on ne s'est jamais intéressé à ça au début. Est-ce que vous pouvez réagir par rapport à ce que vient de dire Alexandre? Oui, ça c'est tout à fait vrai, ils n'ont jamais dit ça, mais la question c'est peut-être encore pire, quand on commence à s'intéresser à des espèces, je répète, de russophiles, qui sont des citoyens français, qui ont le malheur d'avoir partagé RT, on s'attend à quoi derrière? C'était quoi ce petit jeu? Qu'est-ce qu'ils espéraient derrière? Évidemment, c'était qu'il se passe ce genre de phénomène. On est passé de la russophobie, maintenant c'est à la russophilophobie. Il ne faut même pas regarder RT, attention, vous risquez d'être un mauvais français, ces gens la veillent. C'est extrêmement grave ce qui se passe ça, parce que la liberté d'expression, c'est fondamental en démocratie. Si maintenant, à chaque fois qu'on fait un tweet, à chaque fois qu'on suit quelqu'un, on se rend compte que Twitter va donner les informations à tel... Parce qu'il faut voir ce qu'ils font dans l'étude. Regardez en détail sur mon site, c'est un peu long, mais c'est stupéfiant. Ils vont regarder telle et telle personne, qu'est-ce qu'il a fait, tel compte. Ils ont d'ailleurs cité un compte qui avait mis 200 retweets en une semaine, tout simplement parce qu'il aime la Crimée, le type. Mais c'est stupéfiant. Mais on ne va plus s'exprimer. Si tout d'un coup on a ces gens-là qui viennent dire vous avez, parce qu'en plus ils regardent si des fois on n'a pas passé une information qui était peut-être fausse, ils étudient des informations
ils comptent comme information de désinformation des choses qui se sont révélées vraies. Ils disent il y a des gens qui ont partagé l'histoire du gyrophare de la voiture de Benalla, en plus on se fout royalement, en disant c'est faux, alors que c'est vrai. Ça a été confirmé dans les auditions à l'Assemblée nationale. Ils ne sont même pas capables de faire ça. Enfin, en termes méthodologiques, c'est quand même à mourir de rire. À aller voir, c'est quand même très très drôle sur ce point-là. Mais en revanche, ce que ça montre derrière le fichage de la population, c'est extrêmement dangereux. Moi, personnellement, j'ai porté plainte à la CNIL et j'incite tout le monde à le faire. J'ai porté plainte auprès du procureur de la République et j'incite à le faire. On va s'occuper de porter plainte aussi contre les CNIL étrangères. En tout cas, toutes les personnes qui sont intéressées sur ce sujet de la protection des données, moi, je les incite à me contacter aussi via le site Les Crises. De toute façon, ce qu'on monte et qu'on soit très vigilant là-dedans, il faut agir. Et je ne répète pas contre cette pauvre structure qui est complètement dépassée. Ils ne sont pas très compétents, mais contre Twitter qui est en train de faire un commerce des données de centaines de millions de personnes. Merci. Merci Olivier Berruyer d'avoir répondu en direct à nos questions sur RT France. Merci.